Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous dans votre rendez-vous du dimanche jusqu'à midi sur Sud Radio, en compagnie de nos invités qui n'ont pas peur de déranger par leurs idées ou par leurs constats. Aujourd'hui, c'est pas le choc des idées, c'est le choc d'un bilan, celui des années Macron. On va en parler avec notre invité que je vous présente dans un instant. Mais avant ça, mon acolyte du dimanche, l'un de mes deux acolytes en tout cas, Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect. Je rappelle d'ailleurs que L'Incorrect est disponible dans vos kiosques en ce moment. Excellent magazine qui vous donne des conseils pour aller bronzer sur la plage. Bullet malin, bronzer réac. C'est votre une. Vous donnez 2 ou 3 conseils lifestyle, si j'ose dire. Ce qui sied parfaitement au magazine culturel que vous dirigez. Notre invité dont je vous parlais à l'instant, c'est Marc Hainaut. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste pour un autre magazine, pour le coup. Valeurs actuelles. On va parler de votre livre publié chez L'Artilleur, L'ampleur des dégâts. Alors un petit indice, de quels dégâts nous parlons. La couverture de votre livre, c'est un portrait de profil du président Macron avec, je crois, le palais de l'Élysée en ruine derrière. Mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est bien ça. l'Élysée, mais c'est vrai qu'il y a Brico des Sables. C'est ça. Le vrai bilan d'une présidence entre 2017 et 2026. Il n'a pas encore quitté l'Élysée que vous l'enterrez déjà, sans fleurs ni couronne, mais avec une plume pour le moins acérée. Vous nous direz pourquoi vous n'avez pas trouvé grand-chose à sauver dans ces années. Avec plaisir. Mais avant ça, c'est la tradition du dimanche et c'est Arthur qui s'y colle. Arthur de Vatrigan, votre carte blanche. Vous nous proposez en toute modération un cocktail. Exactement. Il y a des séquences qui sont drôles par la nullité crasse des acteurs et terrifiantes par ce qu'elles révèlent. Cette semaine, on a donc vu naître une idée magnifique. Le ministre délégué au Parlement, j'ai découvert son nom, je le reconnais, a prévu d'organiser un cocktail pour célébrer la loi sur la fin de vie. Et oui, un cocktail, donc pour fêter un texte qui ouvre la voie au suicide assisté et à l'euthanasie. Alors les promoteurs préfèrent dire aide à mourir, évidemment. C'est plus doux, plus design, plus Startup Nation. On ne tue pas, on accompagne, on ne meurt pas, on choisit son parcours. Le texte n'est même pas encore définitivement adopté, parce que le vote final doit avoir lieu le 15 juillet, et Gérard Larcher a annoncé une saisine du Conseil constitutionnel. Mais déjà au ministère des Relations avec le Parlement, avec le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, on sortait les flûtes et les petits fours, ce qui est assez révélateur. Pour ces gens-là, le Parlement n'est pas une assemblée souveraine, c'est un composteur à texte, on glisse la loi, ça fait bip et on passe au buffet. Et quel buffet, puisque l'invitation, parce qu'il y a eu une invitation, parlait d'un cocktail de célébration. Et le CESE proposait même de prendre en charge les frais de transport et le cas échéant, l'hébergement. La mort all inclusive, la République en formule pension complète. Champagne petit four, chambre payée, surtout n'oubliez pas de préciser vos contraintes alimentaires. C'est vrai qu'on ne va tout de même pas célébrer l'euthanasie avec du gluten. Mais le plus obscène est là, c'est que les défenseurs de cette loi nous expliquent depuis des mois que tout ça est très grave, intime, douloureux, tragique, ce qui est vrai, et qu'ils nous disent qu'il faut ce texte parce qu'il s'agit de personnes qui souffrent atrocement, tellement atrocement qu'elles demandent la mort. Très bien. Mais alors, quand des gens souffrent atrocement, on ne débouche pas le champagne dans les salons d'un ministère, on se tait, on baisse les yeux, on garde un minimum de pudeur et si on est croyant, on prie. Mais la pudeur est précisément ce qui manque à cette caste. Le CESE, ce gros machin constitutionnel à plus de 34 millions d'euros par an, qui sert à recaser les chômeurs de la rue Cadet et les copains en manque de poste, a encore prouvé son immense utilité au moment où on se demande quelles économies allons-nous encore pouvoir faire. Cette affaire dit aussi quelque chose de la fameuse convention citoyenne sur la fin de vie, hébergée par le CESE il y a quelque temps, où nous l'avait vendue comme un moment démocratique, profond, horizontal, apaisé. Pour ceux qui avaient étudié un peu dans le détail les modalités pratiques, on découvrait que toutes les questions aboutissaient obligatoirement 1 à oui, sans oublier que pour certaines réponses de sondage, le score arrivait à 120%. Je suis nul en maths, mais il y a des limites quand même. Alors forcément, à la découverte de cette teuf sponsorisée par nos impôts, ça a râlé sévère, de David Lisnard en passant par Retailleau, Philippe Juvin et beaucoup d'autres. Donc le ministre a commencé par rétro-pédaler en expliquant qu'il n'était pas question du tout d'un cocktail et d'une célébration. Raté, les courriels d'invitation non seulement parlent bien et de célébration et de cocktail, et comme je l'indiquais, demander s'il y avait des éventuelles contraintes alimentaires pour les participants. Ensuite, c'est au CESE de prendre la parole, expliquant que les termes étaient, je cite, inappropriés, mettant au front pas moins de 3 attachés de presse pour gérer la crise. Et enfin, voyant que plus ils ouvraient la bouche, plus ils s'enfonçaient, le ministre a décidé non pas d'annuler l'événement, mais de le reporter. En effet, ce serait vraiment con de ne pas perpétuer, dur mot, cette nouvelle tradition française de danser sur les morts, du bal des baltringues au bal des seringues, il n'y a qu'un pas.
Mais en tout cas, ce sera dit. Faute de goût, quoi qu'on pense d'ailleurs de la loi sur la fin de vie, je pense que vous serez d'accord avec Arthur de Vatrigan. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cela révèle absolument le caractère aussi d'Emmanuel Macron. Et on peut y retrouver évidemment sa patte dans cette décision. On sait maintenant que Sébastien Lecornu avait plaidé très fortement pour que le texte de loi soit repoussé à plus tard, ne serait-ce que pour respecter les sénateurs qui quand même par 3 fois ont rejeté le texte. Et ça a été vraiment le fait du prince. Emmanuel Macron a appuyé de toutes ses forces pour que ce texte soit passé au plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il veut marquer évidemment l'histoire. Il veut être le président sous le mandat duquel l'euthanasie a été votée en France, pour marquer son empreinte progressiste en quelque sorte. Et cela, ça dit beaucoup d'Emmanuel Macron. Oui, effectivement, oui. L'avancée sociétale, tout simplement. Bah tiens, justement, on va parler tout de suite du bilan d'Emmanuel Macron. C'est la dernière ligne, ce sera l'une des dernières lignes de son bilan, la loi sur la fin de vie, puisqu'il y a quand même peu de chances qu'elle ne soit pas adoptée à la fin. C'est ce qui va se passer. D'un point de vue comptable, effectivement. D'un point de vue comptable, c'est ce qui va se passer. Marc Hainaut, je le disais, vous publiez l'ampleur des dégâts 2017-2026, le vrai bilan d'une présidence. C'est publié chez l'Artilleur. Bon, le moins qu'on puisse dire, Arthur de Vatrigan, c'est que Marc Hainaut n'a pas trouvé grand-chose à sauver dans ces quelques années. En effet, le titre, c'est l'ampleur des dégâts 2017-2026, donc le double quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, il lui reste encore un an, pour allonger l'addition. Mais donc, le titre, en effet, ne triche pas, parce que ce n'est pas un pamphlet de plus contre Emmanuel Macron, c'est une enquête, chiffres à l'appui, méthodique et précise, et qui, précisément, la rend implacable et douloureuse pour le président Macron. Économie, immigration, sécurité, dette, Marc Hainaut ne cède jamais à la facilité du procès d'intention puisqu'il documente, et le constat est en effet vertigineux et angoissant. Alors, moi j'ai une première question, vue d'ensemble, avant de rentrer dans le détail, c'est est-ce que le macronisme est un courant politique ou il va disparaître après que Macron ne sera plus président? Le macronisme est déjà en train de disparaître parce que Emmanuel Macron ne veut rien laisser derrière lui. Tout le monde pensait, tout le monde y me voyait par exemple en Gabriel Attal un héritier présomptif, en tout cas un héritier autoproclamé. Et force est de constater qu'Emmanuel Macron a tout fait pour justement ne pas avoir d'héritier, parce que il ne veut justement pas s'auto-fermer la porte à une potentielle candidature plus tard. En tout cas, il ne veut se fermer aucune option. Le macronisme n'existe que parce que Emmanuel Macron est au pouvoir. D'ailleurs, pour Emmanuel Macron, les gens qui le soutiennent ne le soutiennent pas parce qu'ils croient en lui, mais les gens le soutiennent parce que il lui doit tout. Il lui doit tout en quelque sorte. Ils lui doivent tout en quelque sorte. Et c'est pour ça que notamment le cas de la dissolution a été extrêmement violent pour beaucoup de ses soutiens. C'est que vous aviez quand même des personnes qui étaient engagées en politique depuis 2017 à ses côtés, des gens qui le disaient, qui le confiaient d'ailleurs à des journalistes. Il y en a qui ont craché leur vie sentimentale, leur famille, qui ont tout donné à ce type, et du jour au lendemain, en fait, ils se sont aperçus qu'Emmanuel Macron n'en avait cure et était prêt à tous les envoyer au chômage pour créer son petit événement personnel. Donc ça révèle beaucoup de lui. Après, merci de l'avoir souligné au début de votre question, Arthur. Il y a eu énormément de livres qui sont sortis justement sur la personnalité d'Emmanuel Macron, sur le côté un petit peu toxique, sur le caractère un petit peu toxique, le sur le côté toxique, c'était le nom d'un autre livre d'ailleurs. Exactement, mais qui était extrêmement bien fait d'ailleurs. Et justement, moi, le pari, c'était d'aller vraiment au-delà de la personnalité d'Emmanuel Macron, qui est extrêmement clivante, et de dire, au fond, il y a peut-être des choses qui ont marché, il y a peut-être des choses qui ont fonctionné, et que sa personnalité très polémique a peut-être masqué et dissimulé. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment attaché à aller voir segment après segment, sujet après sujet, pour vérifier en disant il y a peut-être un bilan positif là-dedans. Et j'ai été réellement le premier surpris, parce que j'étais persuadé de trouver quand même un ou deux, même une ou deux données économiques où quand même il s'est passé quelque chose. En réalité, rien. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est que il n'y a rien de positif, et Emmanuel Macron laisse vraiment, c'est d'où le titre l'ampleur des dégâts. Il laisse vraiment derrière lui un champ de ruines. Enfin, alors, aucun président n'a réussi à faire ça en si peu de temps. Si je regarde ce après quoi il arrive après François Hollande. Si vous sous-entendez que c'est le pire président qu'on ait eu, vous êtes en train de me dire que vous êtes à 2 doigts de regretter François Hollande. Est-ce que vous, Marc Hainaut, journaliste à valeur actuelle, vous êtes prêt à assumer ce constat? C'est très français, de toute façon, de toujours se dire que celui d'après est pire, et donc on regarde celui d'avant. Disons que François Hollande, il y avait quand même une ligne. François Hollande, ce que je veux dire, c'est que François Hollande, il avait quand même un bilan, par exemple, au niveau international. La dichotomie entre le bilan international d'Emmanuel Macron et celui de François Hollande joue clairement en faveur de François Hollande. L'opération Serval, on peut le rappeler par exemple. Exactement, ou en tout cas vis-à-vis de l'Afrique, il y avait une vraie politique, il y avait une vraie ligne. Alors elle était critiquable à bien des endroits, elle pouvait être condamnable, mais en tout cas il y avait vraiment quelque chose, et il y avait une forme de cap. Après, ce qui est certain avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a tout fait pour acter une rupture symbolique entre l'ancien monde de François Hollande et lui. Or, on s'est aperçu effectivement qu'Emmanuel Macron n'était que la continuité aussi de François Hollande, ce que François Hollande avait initié avec la loi travail et avec toutes ces mesures qui avaient fait lever
soulever une partie de la gauche, et bien en réalité, ça n'a fait qu'annoncer ce qu'Emmanuel Macron allait mettre en place après. C'est vrai. Alors peut-être un bémol quand même, Emmanuel Macron, les dépenses militaires pour le coup ont plutôt augmenté sous Emmanuel Macron si on compare à ce qui s'est passé sous François Hollande. C'est ce qui, mais ça a été accéléré lors du deuxième quinquennat, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Mais évidemment. Ce qui est terrible, c'est que la sensation que ça laisse, c'est que Emmanuel Macron a augmenté les budgets de l'armée parce qu'il s'est trouvé un costume qui lui plaisait aussi. Enfin, c'est ça qui est terrible. Pour jouer. Oui, en fait, c'est ça qui est très déroutant chez lui. Alors, vu le contexte international, augmenter les budgets de l'armée, c'est peut-être quelque chose qu'effectivement qu'on peut mettre à son crédit. C'est plutôt, ce serait plutôt de la prudence. Mais comme il a un goût très prononcé pour la mise en scène personnelle, et on peut pas s'empêcher de se dire, il y met les moyens, parce qu'il y a vu un moyen de marquer l'histoire, un moyen d'exister encore politiquement. Arthur. Quand vous dites qu'il y avait une différence avec François Hollande, et que François Hollande avait une ligne, c'est en effet c'était le Parti socialiste, le programme était à peu près annoncé. Et Emmanuel Macron a commencé avec c'est pas ce que disent les gens de gauche. Ils sous-entendent qu'on leur a promis une politique de gauche et que ça a été une politique de droite. Évidemment, mais ils avaient fait le même reproche à François Mitterrand. Mais depuis Mitterrand, on sait comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a commencé avec un livre qui s'appelait Révolution et s'adressait plutôt aux cadres sup, aux patrons, aux acteurs économiques et à l'avenir. Et puis on s'est retrouvé président du statu quo avec les boomers et les retraités qui votaient pour lui. Mais est-ce qu'il y a un mensonge fondateur dans sa présidence dès le premier quinquennat? Pour vous, est-ce qu'il y en a un qui a tout de suite marqué et qui a entraîné tout le reste derrière? Mais vous avez cité Révolution et vous faites bien parce que ce livre que peu de personnes ont lu finalement, tout comme peu de personnes en réalité étaient capables en 2017 de dire ce qu'Emmanuel Macron allait faire. Il y avait tout dans ce livre, il y avait beaucoup de choses. En le lisant, on s'aperçoit qu'il avait tout compris, en réalité, aux aspirations des Français. Il avait compris que les Français en avaient assez du clivage gauche-droite, qu'ils avaient la nostalgie du président de la République gaulien, c'est-à-dire au-dessus des partis. Jupitérien, presque. Exactement, apte en tout cas à réconcilier la droite et la gauche, en tout cas à proposer une figure présidentielle qui soit au-dessus de tout cela. On l'a même accusé de populisme à l'époque. Au tout début, en 2017, on l'a oublié. C'est quelqu'un qui a déclaré « Je ne suis pas socialiste », qui déclare au Puy du Fou que la France est un pays intrinsèquement monarchiste, puis en meeting qui va expliquer qu'il n'y a pas de culture française. En fait, c'était ça aussi le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il annonçait absolument tout et son contraire, ce qui fait que beaucoup de gens l'ont suivi, et Arthur de Vatrigan a raison de dire que ça a été le candidat des actifs. On l'oublie, mais en 2017, tout le monde se dit aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est le président des retraités, des boomers, etc. En 2017, c'était le candidat des actifs. Si François Fillon ne s'est pas totalement effondré au soir du premier tour, c'est parce que 80% des plus de 70 ans ont voté pour lui. C'est, en fait, à l'époque, François Fillon, c'était les LR, le camp des boomers, entre guillemets. Ce qui explique que François Baroin, qui avait pris la suite de François Fillon après la débâcle, a fait toute sa campagne des législatives sur un seul critère: nous sommes contre la hausse de la CSG pour les retraités. C'était le seul point de différence qu'ils ont réussi à trouver. Et comme Emmanuel Macron avait déjà commencé à débaucher en même temps chez LR et en même temps au PS, on a eu cette espèce de synthèse absolument improbable qui fait que ça a marché dans une certaine mesure, ce qui fait que ça correspondait à l'attente qu'on avait les gens. C'est-à-dire, mais au lieu d'être au-dessus des partis, il a fusionné, il a pris les deux partis, il les a fusionnés au sein d'un machin qui s'appelait le macronisme, enfin la République en marche, appelons-le comme on veut. Même ça a changé de nom 15 fois, hein. Renaissance, Ensemble pour la République. D'ailleurs, Renaissance a été repris par Marine Le Pen. Oui, mais, ce qui est paradoxal. Ce qui est assez paradoxal. Mais en tout cas, c'est ça l'arnaque d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils attendaient vraiment un président gaulien. En fait, ils se sont pris finalement quelqu'un qui voyait le pouvoir non pas comme un service, mais comme un accomplissement personnel. La notion de performance chez Emmanuel Macron, elle est extrêmement importante parce que le pouvoir est vu comme une performance individuelle, comme une trajectoire personnelle qui illuminerait éventuellement. Voilà, exactement. Et qui pourrait potentiellement entraîner des gens dans son sillage, sauf qu'évidemment, cela a été tout l'inverse. Et surtout, ça a créé un certain nombre de divisions. Comment 10 ans de macronisme auront fracturé ce pays encore davantage qu'il ne l'était auparavant? On va en parler avec vous dans quelques instants. Restez avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi avec Marc Hainaut qui publie, je le rappelle, l'ampleur des dégâts. Le vrai bilan de la présidence Macron, c'est publié chez l'Artilleur. À tout de suite. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio en compagnie d'Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect, et de notre invité Marc Hainaut. L'ampleur des dégâts, le vrai bilan de la présidence Macron. C'est un livre au vitriol, un réquisitoire de plusieurs centaines de pages d'ailleurs, publiées chez l'Artilleur précisément. Est-ce que j'en ai dépassé? Ouais, plusieurs centaines, oui, je crois qu'on je vérifie. On va faire les comptes. 169, très exactement, bon, voilà. presque. J'ai fait un compte marseillais. Toujours est-il que vous avez trouvé un certain nombre de choses à reprocher à ce président de la République. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que pour vous, Marc Hainaut, le pays est davantage divisé à la fin des années Macron qu'il ne l'était auparavant. Et pourtant, j'ai pas des souvenirs de concorde nationale à la fin des années Hollande. Non, mais en tout cas, à l'époque
l'époque de François Hollande, il y avait encore un clivage gauche-droite assez classique, on va dire, ce qui fait que la société était polarisée dans un clivage connu, habituel, et il y avait rien. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est encore une fois arrivé avec cette idée de je vais unir justement et me mettre au-dessus. Le seul problème, c'est que ce clivage gauche-droite, au lieu de l'annihiler, en fait, il l'a enfermé au sein de sa propre majorité. Ce qui fait qu'évidemment, cela a donné un boulevard absolument énorme pour des formations comme la France Insoumise et le Rassemblement National, ce qui fait que même à ce niveau-là, c'était raté. En fait, le clivage, non seulement il a enfermé le clivage gauche-droite, et donc il a laissé se créer un autre clivage gauche-droite qui est justement maintenant aujourd'hui en train d'étouffer et d'étrangler ce qui reste en réalité du socle commun. Il voulait unir son camp. À la fin, on se retrouve avec 3, 4, 5 potentiels candidats à l'élection présidentielle. En réalité, c'est quelqu'un qui a fracturé profondément son camp, qui a créé plein de fractures. On se rappelle ces petites phrases, ceux qui sont tout contre ceux qui ne sont rien, les somewhere contre les anywhere, les vainqueurs de la mondialisation contre les perdants, les riches contre les pauvres. En réalité, Emmanuel Macron a passé son temps à cliver. Il a passé son temps à monter une partie de la population les uns contre les autres, et surtout, il a achevé ce que Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient bien initié, c'est-à-dire un dégoût profond de la politique. Oui. Et accessoirement pour les prochains présidents de la République, l'incapacité pour l'Assemblée nationale à trouver une majorité absolue, ce qui va laisser un chaos assez certain. Et ça, c'est une véritable innovation pour le coup, parce qu'auparavant, il y avait toujours une majorité assez nette à l'Assemblée nationale. Arthur de Vatrigan. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, qu'il a achevé de dégoûter les Français de la politique, et vous savez, dans chaque élection, en tout cas depuis des dernières élections présidentielles en tout cas, il y a ce mythe de la société civile. Et celui qui l'a poussé le plus loin, c'est Emmanuel Macron, parce qu'on redécouvre avec Marc Hainaut, en fait, des députés, même des ministres qu'on avait complètement oubliés. Peut-être nous refaire un peu le portrait du quinquennat 1 de Macron, et de qui composait En Marche à l'époque. C'est que des gens de la société civile, dont on a complètement, en grande partie. Que des gens, vous aviez la moitié des députés qui étaient d'anciens socialistes. Oui, l'ancien socialiste, c'est l'ancien LR, mais au milieu, société civile. Alors c'est ça qui est fascinant, c'est que le premier quinquennat de Macron a été oublié. En fait, il a jamais vraiment été traité, parce que comme il enchaînait après avec un deuxième quinquennat, en fait, personne n'avait vraiment songé à en faire déjà une première critique. Et c'est vrai, comme c'était il y a pas si longtemps, et j'avais l'impression que c'était il y a une éternité en fait quand je me suis replongé dedans. Il s'est passé le Covid, il s'est passé la guerre en Ukraine. Enfin, on a l'impression que c'était le siècle dernier. Exactement. Mais là où vous avez raison, Arthur, c'est que le LREM en 2017, c'était grosso modo, pour faire simple, un tiers de gens de droite et de centristes, un tiers de socialistes et un tiers de gens de la société civile. Le problème des gens de la société civile, c'est qu'ils sont engagés sur le fameux projet d'Emmanuel Macron, projet dont personne ne connaissait vraiment les tenants et les aboutissants. Et on a vu la limite lorsqu'on a vu justement les premières polémiques. Je pense au débat sur la PMA où une députée LREM, Agnès Thiel, avait osé dire qu'elle était contre. Elle s'est fait mettre au banc de son groupe et s'est fait exclure de manière extrêmement violente. Il y a la psychiatre Martine Vonner que le groupe a perdu au moment de la crise Covid, puisqu'elle a pris position contre la politique sanitaire du gouvernement. Il y a le député Joachimson Forget qui, après Renaissance, est passé chez Éric Zemmour, puis qui a eu des petits pépins après personnels. C'est un parcours assez particulier. Voilà, c'est un parcours assez particulier, Joachimson Forget. Parce que le problème de ces gens de la société civile, c'est qu'encore une fois, ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient. Et on l'a vu avec la première loi immigration. Le premier grand débat dans le premier quinquennat Macron, c'était le débat sur la loi immigration, porté par Gérard Collomb, qui d'ailleurs a réussi à se brouiller avec Emmanuel Macron dès le début, parce que visiblement il ne s'était pas compris, parce que personne n'avait compris au fond ce que voulait Emmanuel Macron. Et le problème avec cette société civile, c'est que lorsque vous vous engagez pour Emmanuel Macron, vous avez peut-être plein d'idées en tête, mais vous avez certainement pas envie de légiférer sur l'immigration, parce que globalement, à moins d'être très à droite, mais à ce moment d'être à droite, résolument à droite, mais à ce moment on s'engage pas forcément pour Emmanuel Macron. Oui, après il y en a eu un ou deux. Vous prenez Gérald Darmanin par exemple. Je pense pas que c'était ce qu'il y avait de plus immigrationniste à la République en marche à l'époque. Non, absolument pas. Vous avez raison, mais en tout cas c'était une frange extrêmement minoritaire. Oui. Et ces personnalités identifiées à droite, elles ont été mises au gouvernement d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, Bruno Le Maire aussi. Ouais, Bruno Le Maire notamment. Mais et d'ailleurs cette loi immigration qui était très forte, c'était même Nicolas Sarkozy n'avait pas proposé ça à l'époque. Elle était portée par Gérard Collomb, qui était un ancien socialiste aussi. Donc il y a eu un mélange des genres. Il y a eu un énorme mélange des genres. Et normalement, un homme comme vous, journaliste à valeur actuelle, aurait dû se réjouir de voir d'anciens socialistes proposer une loi immigration plus dure que ce que Nicolas Sarkozy avait lui-même fait. Mais la première année d'Emmanuel Macron, vous étiez fan. À droite, alors tout est non, parce que alors je vais être très très honnête, sincère avec vous, parce que j'y croyais pas, parce que la campagne avait quand même laissé des souvenirs où on voyait que ça partait dans tous les sens, qu'il disait tout et son contraire, et donc on voyait pas trop où ça allait partir. Mais ce qui est sûr, c'est que la première année de son quinquennat, objectivement, était plutôt une réussite. On se rappelle, alors à l'époque, Poutine n'avait pas encore envahi l'Ukraine, mais la réception de Vladimir Poutine
Poutine à Versailles dans une espèce de tentative de recréer une voie singulière diplomatique à la France, etc. Ça a été très bien accueilli. Il s'était fait élire sur un programme assez libéral, la réforme de l'assurance chômage, alors qui a fait hurler la gauche. La droite était plutôt oui, en fait, dans l'absolu, en tout cas, c'est cohérent, c'est conforme aux attentes entre si guillemets. Si la gauche hurle, c'est bon signe pour non, nous. Mais voilà, en tout cas, c'est conforme aux attentes, si vous voulez. Et à la limite, moi, c'est ça qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est que ce qu'on peut reprocher à François Hollande, par exemple, d'avoir une mauvaise ligne, mais en tout cas, on sait qu'il y a une ligne. Là, le problème, c'est qu'il y avait tout et son contraire. Donc la première année, on s'est dit après tout, pourquoi pas. Et puis là, sont arrivés évidemment l'attaque sur le carburant, les gilets jaunes, la loi immigration, et c'est là où tout le monde a compris qu'en réalité, il ne savait pas où il allait, et qu'en fait, il n'y avait pas de cap, qu'il s'est fait élire sur un programme libéral, qu'il balance une taxe sur le carburant, que sur l'immigration, la gauche était persuadée qu'il était plutôt de chez eux, alors qu'en réalité, il propose une loi immigration assez dure. Enfin, c'est on tout le voit le même sur la politique étrangère. Si vous prenez par exemple le rapport avec la Russie et l'Ukraine, jusqu'au bout, il essaye de discuter avec Vladimir Poutine avant de s'engager résolument derrière l'Ukraine. Prenez Israël, au tout début, juste après le 7 octobre, il propose quand même d'envoyer des soldats français dans la bande de Gaza pour aller liquider le Hamas. Ensuite, il reconnaît la Palestine. Enfin, c'est tout et son contraire, quoi. Mais c'est ça, et c'est ça le drame d'Emmanuel Macron. C'est encore une fois. La posture gaulliste sur la Palestine, en reconnaissant l'État palestinien, on a envie de dire il rejoint la position historique de la France. Il y a rien de très choquant. Le problème, c'est qu'effectivement précédemment, vous aviez tout son gouvernement qui annonçait son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Alors ça, c'était Yael Braun-Pivet. Oui, Yael Braun-Pivet, mais une partie de son gouvernement aussi, c'est-à-dire que globalement toute la Macronie était sur la même ligne. Après, il y a eu effectivement ces images. Pardon, mais au lendemain du 7 octobre, c'est pas absurde. C'est-à-dire que tout le monde a été particulièrement frappé par le massacre antisémite qui nous a rappelé fois 10 le 13 novembre. Non, mais bien évidemment, et heureusement que la France a condamné, heureusement que la France apporte son soutien à Israël. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun sujet là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que vous passez donc d'un soutien inconditionnel à une reconnaissance de la Palestine. Et le problème, c'est qu'en fait, vous reconnaissez reconnaître la Palestine maintenant, c'est donner du crédit en fait à l'action du Hamas. Et c'est de dire aussi, en fait, on se soumet à la violence. Emmanuel Macron, qui reconnaît la Palestine, ne va pas à la marche contre l'antisémitisme après avoir été un soutien indéfectible d'Israël. Enfin, en fait, on comprend plus rien. C'est en fait, la limite du en même temps. On l'a vu à l'échelle intérieure et on a vu qu'à l'échelle internationale, ça n'avait aucun sens. Enfin, Emmanuel Macron a toujours fait tout et son contraire parce qu'encore une fois, diplomatiquement, il a compris que c'était un bon endroit pour se mettre en scène. Il a cherché la mise en scène au détriment de la logique, en quelque sorte. Exactement. Arthur de Vatrigan. Alors, il y a peut-être un sujet sur lequel il n'a pas varié, pour le coup, c'est l'Europe. Comment vous définiriez la position d'Emmanuel Macron sur l'Europe? Est-ce que c'est, comme certains disent, notamment ses adversaires, c'est un fédéraliste qui n'attend qu'une chose, c'est diluer la France dans l'Europe? Ou c'est juste l'hubris d'un type qui se rêve après président de la France devenir président de l'Europe? Est-ce qu'il y a une vraie pensée? Les deux. Il a été formé intellectuellement, en tout cas dans un projet plutôt fédéraliste. Enfin, c'est mettre à penser. Ceux qui l'ont influencé politiquement étaient plutôt dans l'esprit de la grande Europe fédérale entre guillemets. Après, ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron a très vite fait comprendre que la France était trop petite pour lui et qu'il y avait effectivement un besoin de dépasser la France pour arriver à quelque chose de plus grand. Et effectivement, tout le monde s'était gossé à l'époque de ses ambitions européennes. Tout le monde l'imaginait vouloir effectivement remplacer à terme Ursula von der Leyen ou je ne sais qui. Et oui, le projet d'Emmanuel Macron a toujours été très pro-européen. Déjà par un souci aussi accessoirement de légitimité politique. C'est-à-dire, il est basé au centre. Les alliés historiques européens sont fédéralistes. Que quand il l'emporte, d'ailleurs, la présidentielle en 2017, c'est dans la cour du Louvre, devant la pyramide. Absolument. La musique, c'est l'hymne à la joie. C'est l'hymne à la joie, exactement. Donc ce qui est l'hymne européen, pour le coup, c'était un marqueur profond. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a toujours eu cette volonté d'aller de dépasser la France qui était visiblement trop petite pour lui. Oui. Alors quel héritage il va laisser surtout? Qu'est-ce qu'on va payer? Qu'est-ce qu'on va rembourser? On va parler chiffres un petit peu. Vous allez voir, il faut savoir compter pour le coup. Le vrai bilan chiffré d'Emmanuel Macron, on en parle dans un instant avec notre invité Marc Hainaut qui publie ce livre aux éditions de l'Artilleur. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Le choc d'un bilan, celui des années Macron, qu'on dissèque avec notre invité Marc Hainaut qui publie son livre L'ampleur des dégâts sur la présidence Macron. C'est publié chez l'Artilleur. On est toujours en la compagnie d'Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect. On va passer maintenant au bilan chiffré des années Macron. L'héritage que ça va laisser, on va retenir surtout une formule, c'est le quoi qu'il en coûte. Alors question un peu facile Marc Hainaut, mais comme ça, de but en blanc, au débeauté, ça a coûté combien le quoi qu'il en coûte?
En tout cas, in fine, ce sera l'homme aux 1000 milliards de dettes. ce qui déjà en dit beaucoup. Alors sur le quoi qu'il en coûte, c'est assez intéressant. On se rappelle tous qu'au moment du Covid, l'État a mis en place des aides pour sauver les entreprises, par exemple. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait dire, c'est tant mieux que les petits, on a tous en tête le petit boulanger, le petit artisan qui avec cette crise pourrait mettre la clé sous la porte, le dernier boulanger du village, vous comprenez, ce serait horrible. Dans les faits, alors certains ont pu être sauvés peut-être un temps, mais quand on regarde dans les chiffres, l'année avant le Covid, on avait à peu près 20 000 fermetures d'entreprises. 25 000 fermetures d'entreprises. Pendant le Covid et l'année d'après, ce chiffre a été divisé par 2. Oui. Parce que grâce aux aides. Et l'année, 2 ans après, le chiffre, on est revenu au chiffre post-Covid multiplié cette fois par 2. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui n'ont pas fermé pendant le Covid, qui ont été maintenues artificiellement en vie grâce à l'État, ont fermé l'année d'après lorsque les aides ont disparu. Ce qui veut dire que l'État, mais ça c'est quand même scandaleux, l'État a dépensé des dizaines de milliards pour sauver des entreprises qui étaient de toute façon destinées à mettre la clé sous la porte. Ils ont mis en vie artificiellement des milliers d'entreprises simplement pour ne pas avoir assumé le bilan de leur fermeture. Et ça, typiquement, ce sont des milliards d'euros jetés par la fenêtre. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est tout le raout qu'ils ont fait sur l'emploi il y a pas longtemps. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, tous les macronistes ont fait le tour des plateaux télé pour dire si, c'est formidable, regardez, nous avons créé 2 400 000 emplois. Ce qui dans l'absolu, enfin moi j'ai lu ça, je fais c'est une excellente nouvelle, bravo. Le problème c'est que lorsque vous regardez le détail de ces 2 400 000 emplois créés, je suis désolé de parler beaucoup de chiffres, mais effectivement c'est important. Sur ces 2,5 millions, il y a 600 000 auto-entrepreneurs. Donc ça peut être des livreurs. Ce que je veux dire, c'est que le revenu moyen de l'entrepreneur en France, c'est 500 € par mois. On est d'accord, mais un emploi est un emploi, et pour quelqu'un de droite, ou en tout cas plutôt libéral, c'était un progrès d'avoir le système des auto-entrepreneurs. Oui, sauf qu'encore une fois, le revenu moyen d'un auto-entrepreneur, c'est 500 € par mois. Ce que je veux dire, c'est que ces emplois-là ne créent pas de richesse. Mais non, mais encore une fois, ça ne crée pas de richesse. C'est très bien dans les auto-entrepreneurs. Le problème, c'est que dans les auto-entrepreneurs, encore une fois, vous mettez des livreurs de plateformes dont on va pas citer le nom de la marque, mais vous mettez des livreurs en situation extrêmement précaire avec toutes les conséquences. Donc, il aurait mieux valu pour vous ne pas le faire. Pour vous, ça vaut pas le coup de créer. Ce que je veux dire, c'est quand on vous dit 2,5 millions d'emplois créés, on vous dit que c'est des vrais emplois, ça va créer de la richesse, parce que derrière, ils vous disent c'est parce qu'on réindustrialise, c'est parce que derrière, il y a les mensonges qui vont derrière aussi. Mais encore une fois, c'est très bien que disons que c'est auto-entrepreneur, dans l'absolu, pourquoi pas? C'est pas l'auto-entrepreneuriat en soi, c'est juste, je rappelle que ces 600 000 emplois, en moyenne, font gagner 500 € par mois. Ça, c'est important. Ce qui ne permet pas de faire vivre quelqu'un, globalement. Ça, c'est clair. 600 000 autres emplois, ce sont des contrats d'alternance. Encore une fois, c'est très bien, les contrats d'alternance. C'est un dispositif qui permet aux jeunes de rentrer très sûrement sur le marché de l'emploi. Encore une fois, c'est pas le système de l'alternance qui est remis en question, c'est de mettre ça dans la catégorie emploi. Je rappelle que c'est un dispositif qui coûte 30 milliards d'euros par an à l'État. Donc ces 600 000 emplois coûtent 30 milliards d'euros par an. Donc ça aussi, c'est un petit peu à relativiser. Ensuite, Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer 120 000 fonctionnaires. Il en a embauché 190 000 de plus. Ces 190 000, ils viennent aussi dans les 2 400 000 emplois créés. Donc ce qui fait que lorsque vous enlevez tout ça, il vous reste 1 million d'emplois créés. Alors on a créé 1 million d'emplois, c'est très bien. Le seul problème, c'est que quand vous regardez la croissance, quand vous regardez le PIB, vous voyez tout est en chute libre. Vous dites en fait, si ces emplois existent, alors ils existent certainement. Hein. C'est-à-dire ils génèrent aucune richesse. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme d'un côté vous avez raboté les allocations chômage, donc vous avez poussé les gens brutalement sur le marché de l'emploi, vous vous retrouvez en fait avec des boulots d'intérimaires, des boulots précaires, parce que des gens qui n'avaient plus le droit au chômage et qui se sont retrouvés à se jeter dans le premier boulot venu, et comme mis bout à bout, tous ces travails-là, tous ces emplois créés ne génèrent pas de richesse visiblement, puisqu'ils ne font pas augmenter la croissance et le PIB de la France. Eh bien, on peut se dire que ces 2,5 millions d'emplois créés, finalement, c'est assez fidèle à Emmanuel Macron. C'est une poussée à un mur, quoi, en quelque sorte. Arthur de Vatrigan. Autre bilan, vous avez parlé il y a quelques minutes de la loi Collomb sur l'immigration. Alors c'est vrai qu'il y a eu au moins deux grandes lois qui ont fait débat sous les doubles quinquennats de Macron, la loi Collomb et la loi Darmanin. Ouais. Quel est le bilan d'Emmanuel Macron sur l'immigration ? Benoît Hamon en parlait très bien. C'est très curieux de citer Benoît Hamon, mais comme tout le monde cassé, il donne l'heure 2 fois par jour. Benoît Hamon avait eu cette phrase très juste. Il avait dit: on a eu 13 lois sur l'immigration en 20 ans. Est-ce qu'on a l'impression que la situation a été réglée ? D'un côté comme de l'autre, visiblement absolument pas. Cette année est rentré légalement sur le sol français l'équivalent de la population de Nice, c'est-à-dire à peu près 200 000 habitants.
Donc l'immigration légale, sans compter l'immigration illégale. Donc je pense que le bilan est là. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de lois sur l'immigration, elles n'ont strictement rien réglé. Il y a aussi eu beaucoup de bras de fer avec certains pays, par exemple sur les reconduites à la frontière. Je peux parler du Maroc, ça a été très compliqué à un moment de supprimer les visas. L'Algérie ensuite, et finalement ça n'a rien changé. C'est parce que encore une fois, il y a eu un refus. En fait, il y a eu vraiment un refus d'obstacle, un refus de mener le bras de fer, un refus d'aller jusqu'au bout, et un refus tout simplement de régler le problème. Ceci dit, ce refus d'obstacle, il existait avant. Non mais bien sûr, Là, la seule différence, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'immigration ne cesse de croître. C'est-à-dire, il n'en est même pas au résultat de François Hollande. C'est-à-dire, c'est de pire en pire, d'année en année. Comment on peut expliquer que cette immigration ne cesse de croître depuis les années Macron? C'est quoi le facteur qui fait que ça augmente? Déjà, on l'a dit, le refus de s'emparer très sérieusement du sujet. Sauf que ça existait avant. Et aussi parce que Emmanuel Macron a beau être jeune, a beau se draper un peu les oripeaux de la modernité, il a un logiciel qui est assez ringard. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui croit foncièrement au multiculturalisme, c'est quelqu'un qui croit foncièrement aux sociétés mélangées, qui le dit d'ailleurs, il n'y a pas de culture française, qui ne croit pas au concept d'identité française. Donc finalement, une immigration massive, cela lui plaît. Emmanuel Macron, c'est aussi quelqu'un qui veut plaire, on va dire, aux grandes entreprises, et que pour certaines entreprises, faire importer massivement une main d'œuvre à bas coût, eh bien ça leur rend service. Lui dans une logique presque libérale et en même temps pas si libérale que ça, se dit que ça va créer de l'emploi et donc combler aussi la chute de la natalité et donc participer à l'effort national. Et lui, il part du principe qu'en fait une société mélangée multiculturelle, c'est formidable, des gens qui travaillent, c'est formidable, et ça paiera les retraites, c'est formidable. Si vous voulez, ça s'arrête là. Arthur de Alors Vatrigan. sans lien aucun évidemment, quel est cette fois-ci le bilan d'Emmanuel Macron sur l'insécurité? Je sais pas vous, alors peut-être parce qu'on en parle plus, peut-être parce qu'il y a plus de chaînes d'infos, parce que ça devient un sujet prioritaire, mais les noms égrenés de victimes, j'ai l'impression que ça augmente en nombre, ça augmente en intensité, et qu'on dit toujours plus jamais ça. Et ça fait que continuer et s'aggraver. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan de double quinquennat de Macron sur l'insécurité et essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas? Elle augmente très fortement d'année en année. Il y a eu à un moment une tentative de dire mais regardez, les homicides ont baissé. Alors, les homicides ont baissé accessoirement parce que la médecine, ces 20 dernières années, parce que la médecine a fait des progrès spectaculaires et globalement arrive à arracher de la mort des gens qui, il y a 20 ans, auraient été condamnés du fait d'un manque de réactivité, du fait de manque de connaissances. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, parce que, encore une fois, ce sujet n'a jamais été traité. Parce que, en fait, ce sujet a été réglé comme un sujet de communication politique. Lorsqu'on se prend un mort de plus, vous avez toujours un ministre pour arriver et dire nous comprenons le sentiment d'insécurité des Français. Lorsque vous avez une succession de noms, après, je pense qu'on a de plus en plus d'affaires aussi qui remontent parce que justement le système de dire il ne faut pas faire d'amalgame, il faut laisser l'État faire son travail, etc. On assiste aussi à une colère des victimes de plus en plus forte parce que le sentiment de défiance vis-à-vis du pouvoir judiciaire, vis-à-vis de l'autorité de l'État est de plus en plus fort. Les victimes beaucoup sont convaincus que l'État ne résoudra rien et donc il y a beaucoup plus une nécessité de médiatiser ce qui vous arrive par rapport à il y a quelques années. Donc c'est aussi pour ça qu'il y en a plus. Toujours est-il qu'il y a encore une fois Emmanuel Macron sur la sécurité n'a rien fait parce que comme il y a une impossibilité à regarder la réalité en face pour des raisons parfois idéologiques. On voit que même faire le lien entre la surreprésentation des étrangers en affaires de délinquance, dans les affaires de délinquance, eh bien on voit que c'est un tabou chez eux. Donc en fait, il n'y aura aucune volonté de régler le problème puisqu'on ne veut pas voir cette réalité-là. C'est toujours la phrase de Pays. En fait, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Et là-dessus, Emmanuel Macron et c'est la Macronie en tout cas par tropisme idéologique et par manque de courage a refusé de regarder cette réalité en face. Pourtant, le Premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui s'appelait Gérard Collomb, décédé aujourd'hui, lorsqu'il quitte la place Beauvau, il a une prophétie en disant « Nous vivions côte à côte, demain nous serons face à face ». Force est de constater que ça n'a pas déclenché le moindre électrochoc au sein de la Macronie. Non, parce que ce qui est terrible, alors c'est pas inhérent à la Macronie, c'est inhérent à la classe politique dans son ensemble, c'est qu'on commence à dire la vérité quand on n'est plus au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, vous aviez Gérard Collomb, plus ministre de l'Intérieur, qui vous
nous annonce la réalité, comme vous avez Gabriel Attal qui a ruiné le pays, qui explique qu'il va falloir qu'il a plein d'idées pour remettre le pays à flot. Globalement, les gens ont soudain de bonnes idées et des bons diagnostics lorsqu'ils ne sont plus aux responsabilités. Effectivement. Moi, je voudrais qu'on vienne sur un autre bilan, mais alors qui date peut-être d'avant sa présidence et qu'on a tendance à oublier, c'est l'affaire Alstom. Et ça, Emmanuel Macron n'était pas encore président. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette affaire et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Parce que ça aurait pu donner quelques indications sur ce qui nous attendait comme Emmanuel Macron président. L'affaire Alstom, c'est très simple. Vous avez donc l'entreprise Alstom qui veut céder sa branche turbine à un fonds d'investissement américain. Comme le veut la loi, elle est censée en informer directement le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, qui est Arnaud Montebourg à l'époque, a juré aux commissions parlementaires qu'il n'avait jamais été mis au courant de ce projet de vente et que visiblement, cette information a été bloquée au niveau du secrétariat général de l'Élysée, du secrétariat général adjoint de l'Élysée, qui était Emmanuel Macron. Donc, on sait qu'Emmanuel Macron, que le secrétariat général de l'Élysée a commandé un audit pour avoir une vision sur les conséquences et sur l'ampleur d'une telle vente. Tout cela dans le dos d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg démissionne, Emmanuel Macron le remplace à Bercy et la vente d'Alstom est conclue. Le problème donc derrière tout ça, c'est que vous avez donc un secrétaire général de l'Élysée qui est passé outre le pouvoir du ministre de l'économie et donc a vendu Alstom. Et le problème, c'est que dans tous les gens qui ont touché de l'argent en lien avec la cession de cette branche d'Alstom, vous avez énormément de personnalités qui se sont retrouvées, par exemple, dans le comité de campagne d'Emmanuel Macron et parmi les donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron. De là, s'est créée la commission présidée par Olivier Marleix. Olivier Marleix, président du groupe LR et député des députés de l'Eure aujourd'hui décédés, où pendant cette commission, au fur et à mesure des auditions, les députés ont quand même employé des mots comme pacte de corruption. Il y a des soupçons très très forts de corruption touchant au moins l'entourage d'Emmanuel Macron. La justice suit encore son cours, alors de manière assez souterraine, parce que le problème c'est que le principal acteur est président de la République, donc bénéficie d'une immunité. Et que pour l'instant on n'en est qu'au stade du soupçon, on est bien obligé de le dire. Alors il y a des enquêtes qui sont ouvertes, il y a parfois des mises à jour judiciaires qui sont faites. Le rapport parlementaire, le rapport de commission d'enquête d'Olivier Marleix emploie le mot de pacte de corruption et surtout, ce qui est terrible avec cette affaire, c'est on cède cette branche stratégique d'Alstom que on va racheter des années plus tard, beaucoup moins cher, au nom de la souveraineté énergétique et le temps nécessaire pour que tous les brevets disponibles soient partis dans la nature. Oui, donc à minima, la France a fait une mauvaise affaire. À minima, il y a une très mauvaise affaire, mais après ça a été on peut parler des aéroports aussi. Enfin, Emmanuel Macron a fait partie de ceux effectivement qui ont vendu la France à la découpe. Énormément de fleurons industriels français ont été cédés à l'étranger. Alors, on n'est pas au niveau de l'affaire Alstom partout, bien évidemment, mais en tout cas, il y a vraiment eu cette dimension chez Emmanuel Macron, et ça fait partie des dossiers qui, je pense, seront réouverts très rapidement dès qu'il aura quitté le pouvoir, parce que Emmanuel Macron a à minima des explications à donner et surtout des preuves à apporter. En tout cas, cette affaire non seulement a mis à mal la souveraineté énergétique de la France, et a en plus entraîné Emmanuel Macron dans un possible pacte corruptif. Dans un possible, en tout cas. On met vraiment les guillemets. Ce sont les conclusions de la commission d'enquête parlementaire, ce ne sont pas les miennes. Mais ceci dit, effectivement, ces conclusions étaient pour le moins troublantes et c'est important de le rappeler. Absolument. Restez avec nous. Marc Hainaut sur Sud Radio, mais restez avec nous également Arthur de Vatrigan. On se retrouve dans un instant, toujours le choc des idées. On a parlé des années Macron, on va parler de l'après-Macron aussi. Qui peut le remplacer? Qu'est-ce qu'il faudra réparer? Qui est en mesure de le faire? Il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu une déclaration de candidature assez tonitruante cette semaine, celle de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle peut récupérer et qu'est-ce qu'elle peut faire? On en parle dans un instant. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Et le choc d'un bilan, celui des années Macron, avec notre invité Marc Hainaut, journaliste à Valeurs Actuelles, qui publie l'ampleur des dégâts. Bilan au vitriol des années Macron, c'est aux éditions de L'Artilleur. Nous sommes toujours en la compagnie d'Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect, dont Sud Radio est partenaire. Je le disais, l'ampleur des dégâts des années Macron, ça donne aussi, Marc Hainaut, l'ampleur d'un héritage. Aujourd'hui, on a un certain nombre de candidats qui pourraient succéder à Emmanuel Macron. Tiens, d'abord, qui sont les plus probables successeurs pour vous?
Et les deux héritiers présomptifs sont Édouard Philippe et Gabriel Attal. Ouais. Le problème, c'est que le premier a appelé à la démission d'Emmanuel Macron et le deuxième a dit « je ne le comprends plus ». Donc voilà, vous avez déjà un petit aperçu de l'ambiance. Et je rappelle que Gabriel Attal a été Premier ministre d'Emmanuel Macron et que suite à la dissolution, il s'est retrouvé à laisser Matignon à Michel Barnier. Enfin, la symbolique était quand même catastrophique pour lui. Le jeune héritier de Macron, c'est un Macron en plus jeune et en mieux, en quelque sorte, tel que cela a été vendu, eh bien, laisse sa place à un dinosaure de la politique dont tout le monde pensait que la carrière politique était officiellement terminée. Donc tout cela, ça a laissé évidemment des traces. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui reste de la Macronie hésite très fortement entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, entre la sensibilité droite et la sensibilité gauche, mais qu'au fond, c'est à peu près la même candidature, c'est à peu près une espèce de ligne assez molle qui reste au centre, mais ce qui est certain, c'est qu'aucun d'entre eux ne fera campagne en se réclamant d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est classique terrible. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a pas fait campagne en se réclamant de Jacques Chirac, c'est comme ça qu'il a été élu. Oui, mais en s'assurant quand même d'avoir le soutien de Bernadette Chirac. C'est vrai, mais il appelait la rupture. Si Gabriel Attal fait venir Brigitte Macron à un de ses meetings, peut-être qu'effectivement on pourra faire une comparaison, mais ça m'étonnerait. Arthur de Vatrigan. Et alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, et puis quand on en parle un peu moins, Emmanuel Macron a envie qu'on parle de lui, donc il essaie de trouver un coup de projecteur ou fait une déclaration comme il a son habitude. Et alors cette semaine, il s'est passé un phénomène assez étrange, c'est que le président en déplacement en Syrie pour essayer de participer à la reconstruction du pays, a vu 2 grandes explosions pas loin de son hôtel, où il était présent. Normalement, ça devrait faire la une des journaux, on devrait en parler. Et là, silence radio, pas une ligne. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen s'est déclarée candidate après un feuilleton. Quel regard portez-vous justement sur feuilleton Marine Le Pen, où quand on écoutait les analyses de chacun, je crois que personne n'avait prédit le scénario qu'elle nous a offert un soir sur le journal de TF1. Déjà là, vous avez raison sur un point, c'est que ce qui est terrible, c'est qu'un président de la République échappe à 2 explosions et tout le monde s'en fout. Déjà c'est assez révélateur. Alors il y a eu certes l'affaire de Marine Le Pen, mais je doute que ce soit la seule explication. C'est peut-être parce que les gens au fond ont déjà tourné la page d'Emmanuel Macron. Sur Marine Le Pen, ça a été proprement renversant. Je pense que plus personne n'imaginait qu'elle serait candidate. Les sondages l'avaient oublié. Il n'y a plus que Jordan Bardella qui a été testé. Il y a eu ce premier jugement en première instance qui l'empêchait catégoriquement d'envisager quoi que ce soit. Et effectivement, il y a eu ce coup de tonnerre du délibéré qui fait que si Marine Le Pen est toujours condamnée, eh bien elle peut toujours se présenter. Et même là, lorsqu'on a le délibéré, ceux qui la connaissent se disent bon, elle va tout faire pour y aller, mais avant qu'elle arrive au journal télévisé de 20h, ça qui est incroyable, c'est que personne n'était en mesure de dire ce qu'elle allait annoncer, à part la poignée de proches à qui elle s'était confiée. Et lorsque Marine Le Pen annonce je suis candidate, ça a été effectivement une déflagration. C'était déjà une déflagration au sein du Rassemblement national, puisque tout était un petit peu préparé pour que Jordan Bardella soit candidat. Alors pourquoi elle a fait ça ? Parce que en fait ça a toujours été très clair dans sa tête. Elle a toujours dit si je peux être candidate, je le serai. Alors tout le monde a un petit peu oublié parce qu'en plus elle avait dit que quoi qu'il arrive, elle ne se pourvoirait pas en cassation. Ouais. Et finalement elle a changé d'avis. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est aperçue que justement le fait de ne plus être inéligible lui permettait de se déclarer dès maintenant candidate et donc de concourir et de faire une vraie campagne présidentielle. C'est parce que ça a toujours été dealé comme ça entre guillemets. C'est genre tout le monde l'a oublié, mais Jordan Bardella n'était candidat que si Marine Le Pen était dans l'impossibilité de se présenter. Donc vous dites que tout le monde l'a oublié, mais est-ce que Jordan Bardella lui-même l'avait oublié ? Très sincèrement, je pense pas. C'est la vraie question. Après, c'est vrai qu'on a vu les images du premier déplacement à la Flèche et qu'on a vu une Marine Le Pen exubérante et ravie, un Jordan Bardella fermé. Je pense qu'il y a une partie de choc quand même, parce que ça fait 1 an que vous vous dites je vais être candidat avec son présidentiel. Ça fait 1 an que de facto il est le favori des sondages. Je dis bien des sondages. De tous les sondages de Matignon. De tous les sondages de l'élection présidentielle, quel que soit votre âge, on vous dit que vous êtes le probable prochain président de la République, même si vous êtes là pour dépanner la patronne de votre parti. Et là, tout d'un coup, elle prend tout le monde par surprise en disant en fait non c'est bien moi les amis. Ouais. Comment il peut bien le prendre ? Alors je pense que sur le coup c'est un choc en tout cas, bien évidemment. Enfin vous avez toute votre organisation des prochaines années qui vient de s'effondrer, puis votre ambition mise un peu en suspension. Après, c'est toujours pareil. Matignon à 31 ans, c'est une performance que personne n'a jamais atteint. Mais après, il y a toute la différence aussi, c'est que je pense qu'il a fallu humainement le temps d'encaisser la décision. Mais je pense qu'il y a aussi chez Jordan Bardella une intelligence qui fait qu'il sait
qu'il doit sa légitimité à elle-même, à Marine Le Pen, et qu'à partir du moment où elle est candidate, lui ne peut qu'approuver et suivre. Après, il reste président du Rassemblement national. Marine Le Pen l'a plus mise en avant qu'elle ne l'a jamais fait, c'est-à-dire qu'il a vraiment parlé d'un binôme, presque avec une notion d'égalité, en fait, en quelque sorte, entre les deux. Sauf qu'évidemment, à la fin, ce sera elle à l'Élysée et lui à Matignon. Mais dans l'absolu, en fait, on a comme si l'année qui venait de se passer n'avait pas existé. Qu'en fait, on raccrochait les wagons avec l'année précédente, avec les législatives de 2024, en 2027, Marine à l'Élysée, Jordan à Matignon. Premier ministre sur les affiches, comme ce qui était noté sur les affiches du Rassemblement national. Ça en dit long de sa personnalité à elle-même aussi. Est-ce que le fait d'empêcher le Rassemblement national d'arriver à l'Élysée, c'est le dernier objectif politique d'Emmanuel Macron à la présidence ? Je pense. Alors, si j'étais très machiavélique, je dirais que son principal objectif, ce serait justement qu'il y aille. ou que la France insoumise y aille. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron, secrètement, préfère que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen lui succèdent ? Aux législatives en 2024, Emmanuel Macron comptait sur une arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Pour qu'il perde justement le RN, perde la présidentielle juste après. Et pour en tout cas se montrer, s'imposer, se mettre en scène comme le seul barrage qui reste justement contre le Rassemblement national. Je m'y arrête un petit peu. C'est pas pour rien. Je dis pas qu'il le souhaite, je dis juste qu'en tout cas il a tout préparé pour. Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron nomme à la présidence de la Cour des comptes une de ses proches ministres, quand vous voyez au Conseil d'État pareil, au Conseil constitutionnel, c'est son fidèle entre les filets de Richard Ferrand. Est-ce que vous êtes en train de dire l'après? Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre qu'Emmanuel Macron secrètement souhaite ou rêve de confier le pays, la France, soit à la France insoumise, soit au Rassemblement national? Je ne dirais pas cela. Je dirais juste que Parce que c'est ce que je retiens quand je vous écoute, même si je vais trop vite. Alors merci de me permettre de tempérer légèrement. Je ne dirais pas cela, je dirais juste que politiquement, ce serait tout à fait dans son intérêt s'il comptait revenir en 2032. Arthur de Vatrigan. Mais revenir sur Marine Le Pen, alors on imagine bien en effet Emmanuel Macron vouloir revenir, et donc si c'est vraiment Néron, il va tout faire cramer pour revenir 4 ans plus tard. Mais sur Marine Le Pen, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les sondages le lendemain de sa déclaration. Elle a pris 4 points. Notamment dans un sondage IFOP pour Sud Radio. Pour le Figaro, Sud Radio. 2 sondages d'ailleurs, je crois. Il y a eu 2 sondages, elle a pris 4 points. Et pourtant, elle a été condamnée détournement de fonds publics. Est-ce que ça signifie que Macron est tellement détesté que les Français sont prêts à voter pour un candidat qui, concrètement, parce que c'est sa stratégie, elle l'a annoncé, l'air de rien, un candidat anti-système? Mais ce qui est certain, moi j'ai plusieurs responsables politiques, soit Rassemblement national, soit gravitant autour, qui m'ont dit ce qui est absolument hallucinant avec cette détestation de Macron, c'est que dans l'absolu, vous, moi, n'importe qui se présenterait avec cette étiquette-là, en tout cas avec l'identité anti-Macron, eh bien il ferait entre 25 et 30% en réalité. C'est qu'il y a un tel niveau de détestation que dans l'absolu, un tel rejet du bilan d'Emmanuel Macron, de ce qu'il représente, et même des personnes qui sont aujourd'hui ses héritiers, que pour l'instant on a quand même une Marine Le Pen qui 15 points au-dessus de tout le monde, et surtout un Jean-Luc Mélenchon qui, pour la première fois depuis qu'il s'est lancé dans une campagne présidentielle, est donné quasiment en 2e position. Ouais. Aussitôt dans une campagne, ce n'est jamais arrivé. Et c'est ça, encore une fois, il a enfermé le clivage gauche-droite, et puis on se retrouve finalement avec le clivage gauche-droite niveau d'au-dessus, finalement, même si j'aime pas ces terminologies, l'extrême gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre, et en fait, au final, vous avez un bloc central qui, tant que le bloc central est majoritaire et qui peut écarter les 2 extrêmes, ça va. À partir du moment où les 2 extrêmes pèsent plus que le bloc central, et bien le bloc central en fait finit écrasé entre les deux. Et rappelez-vous, la prophétie de Jean-Luc Mélenchon, à la fin ça se jouera entre eux et nous, le RN et nous, et au milieu plus rien. Merci Marc Hainaut d'être intervenu sur Sud Radio dans le Choc des idées. L'ampleur des dégâts, le vrai bilan des années Macron, c'est à lire aux éditions de l'Artilleur, c'est votre livre. Merci à vous Arthur de Vatrigan. Bronzez bien, bronzez réac, comme le dit la couverture de votre magazine L'Incorrect, qui est disponible dans vos kiosques. Je le rappelle, chers amis, je vous dis à dimanche prochain Arthur. Et quant à moi, je vous laisse en la compagnie de notre ami Laurent Permas pour La vie devant nous. Ce sera juste après les infos de midi. Bon dimanche.